Je m'appelle Mathieu, j'ai 32 ans. Je travaille comme analyste logistique pour une compagnie maritime à Marseille, et mes semaines se résument généralement à des tableurs Excel, des plannings portuaires et des appels tardifs avec des gens situés dans d'autres fuseaux horaires. Je ne suis pas riche, mais je suis stable, et je suis le genre de type qui paie ses factures en avance et garde tous ses reçus. Ma fiancée s'appelle Léa, elle a 29 ans. Nous sommes ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 8 mois, et nous louons un appartement de 3 pièces ensemble. Nous partageons les corvées, jusqu'à récemment, je pensais que nous partagions aussi le stress de manière équitable. Le mariage était prévu pour le début de l'été. Pas un truc géant, environ 70 personnes, mais pas bon marché non plus. Léa voulait que ça ait l'air luxueux sans qu'on puisse dire que c'était hors de prix. Elle avait un avis sur tout, de l'épaisseur du papier des faire-part à la question de savoir si les chaises paraîtraient trop banales sur les photos. Je peux gérer les avis tranchés, mais ce qui a fini par me lasser, c'est la façon dont elle les exprimait, comme si chaque prestataire de service avait de la chance qu'elle daigne les choisir. J'ai accepté de faire des heures supplémentaires parce que cela me semblait plus sain que de s'endetter. Ma boîte manquait de personnel, donc les heures sup étaient quasiment illimitées si on acceptait de vivre devant son bureau. C'est ce que j'ai fait. Des soirées en plus, quelques samedis. Je me disais que c'était temporaire et que c'était pour nous. Léa disait qu'elle appréciait l'effort, mais ses actions montraient surtout qu'elle appréciait les résultats. Elle me demandait combien j'avais gagné dans la semaine et proposait immédiatement des améliorations, des fleurs plus haut de gamme, un forfait bar plus complet, un autre photographe parce que celui que nous avions réservé avait un problème de feeling. Si j'hésitais, elle levait les yeux au ciel et disait que je me comportais comme un pauvre. À la maison, elle était constamment sur son téléphone. Pas de la manière habituelle de scroller, mais plutôt des mouvements rapides pour incliner l'écran quand je passais à côté, puis elle souriait radieusement à quelque chose avant de redevenir impassible quand je lui demandais ce qui était si drôle. Elle a aussi commencé à se pomponner davantage pour des courses anodines. Maquillage complet pour aller acheter des baguettes, parfum un mardi après-midi alors qu'elle disait simplement rejoindre une amie pour un café. Je ne l'ai accusée de rien parce que je n'avais aucune preuve concrète, et je n'ai aucune envie d'être le genre de mec qui interroge sa partenaire comme un flic. Mais j'ai commencé à remarquer des schémas. Et une fois qu'on remarque des schémas, soit on les ignore, soit on commence à observer de plus près. La semaine dernière, je suis rentré après un service de 12 heures et j'ai vu son ordinateur portable ouvert sur le canapé. Une notification est apparue et a disparu rapidement, mais j'ai capté le nom, Nico. Je connais ce nom parce que Nico est son ex. Celui qu'elle qualifie de toxique, celui dont elle dit avoir tiré une leçon, celui qu'elle m'avait promis d'avoir bloqué partout. Je suis resté planté là une seconde de trop, et Léa est sortie de la cuisine en m'agressant, me demandant pourquoi je rôdais comme un déséquilibré. Je lui ai dit que j'étais juste fatigué, ce qui était vrai, mais je ne pouvais plus m'empêcher de me demander pourquoi un ex censé être bloqué apparaissait sur son écran. Le lendemain matin, je n'ai pas abordé le sujet. J'ai préparé le café, emballé mon déjeuner et je suis parti normalement. Léa a à peine levé les yeux de son téléphone. Elle m'a demandé si je pouvais lui envoyer les codes du portail du domaine où se déroulait le mariage parce qu'elle voulait vérifier à nouveau le plan de table. Pas parce que quelque chose n'allait pas, juste parce qu'elle aime tourner autour des problèmes jusqu'à ce qu'elle en invente un. Au travail, j'essayais de me concentrer, mais mon cerveau ne cessait de rejouer cette notification. Nico, un nom qui ne devrait plus exister dans notre vie. Vers midi, Léa m'a envoyé une liste de choses qu'elle voulait changer. Une autre dégustation de gâteau parce que celui que nous avions goûté était trop simple. Des serviettes en lin au lieu du papier. Un photoboot parce que le mariage de sa cousine en avait un et que ça avait l'air amusant. J'ai répondu par un simple « on en parle ce soir ». Elle m'a renvoyé un emoji pouce vers le bas comme si j'étais son employé agaçant. Je suis rentré tard une fois de plus. Léa était dans la chambre avec la porte entr'ouverte, juste assez pour signaler de ne pas entrer. Je l'entendais rire, ce genre de rire qu'elle fait quand elle essaie d'impressionner quelqu'un. Quand je suis passé devant, le rire s'est arrêté. Elle a ouvert la porte une minute plus tard avec cet air faussement décontracté. Elle m'a dit qu'elle était au téléphone avec son amie Bérénice et m'a immédiatement demandé pourquoi je la regardais comme ça. J'ai répondu que ce n'était pas le cas. Elle a haussé les épaules en disant « peu importe » et m'a demandé si j'avais récupéré le reçu de la compte pour le fleuriste. Je lui ai rappelé que j'avais payé en ligne la semaine dernière. Elle a levé les yeux au ciel en disant « je sais ».
J'aime juste avoir les copies papier parce que tu oublies toujours tout. C'était nouveau, ça aussi. Des petites piques sur ma fiabilité alors que je finançais quasiment toute la cérémonie. Après le dîner, elle a pris sa douche et a laissé son téléphone sur le comptoir. Je ne l'ai pas pris, je n'en avais pas besoin. Je ne suis pas fier de la pensée qui a suivi, mais je ne vais pas prétendre que je suis au-dessus de ça. J'ai regardé à nouveau son ordinateur. Je n'ai pas ouvert ses messages, je n'ai rien eu à pirater. Elle avait laissé un onglet ouvert avec sa boîte mail et il y avait une confirmation d'un restaurant que je connaissais, mais où nous n'étions jamais allés ensemble. Une réservation pour 2. Le nom sur la réservation était Léa. La note précisait de table pour anniversaire si possible. Anniversaire. J'ai vérifié la date. C'était pour le lendemain soir, au moment même où elle m'avait dit qu'elle allait à un dîner d'entreprise. Mon estomac s'est noué, mais mon visage est resté calme. J'ai pris une photo de l'écran avec mon propre téléphone. Puis j'ai refermé l'ordinateur exactement comme je l'avais trouvé et je suis allé au salon comme si de rien n'était. Quand Léa est sortie de la salle de bain, elle était de bonne humeur. Trop bonne humeur. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a demandé si mon virement pour les heures sup était arrivé. J'ai dit que ce serait pour vendredi. Elle a souri et a dit, « Parfait. On pourra enfin boucler les derniers paiements et arrêter de stresser. » J'ai hoché la tête. Dans mon esprit, quelque chose s'est mis en place. Pas de manière dramatique, mais de manière pratique. Le genre de déclic qui vous fait penser en liste, prestataire, acompte, délai de remboursement, ce qui est annulable et ce qui ne l'est pas. Je ne l'ai pas confronté ce soir-là. Je l'ai juste laissé parler de housse de chaise et d'éclairage alors que je décidais calmement que je n'allais pas épouser quelqu'un qui réservait un dîner d'anniversaire avec son ex dans mon dos. Le lendemain, j'ai travaillé normalement, mais je surveillais l'horloge plus que d'habitude. La réservation de Léa était pour 20 heures. Elle m'avait dit que son dîner de boulot commençait vers 19 heures. Vers 18h30, elle m'a envoyé un texto pour dire qu'elle serait probablement en retard parce que son équipe avait décidé d'essayer un nouvel endroit à l'autre bout de la ville. Elle a ajouté un emoji qui rit et a écrit « Souhaite-moi bonne chance pour survivre à 3 heures de potin de bureau ». J'ai répondu par un simple pouce levé. Ensuite, j'ai ouvert la photo que j'avais prise de son ordinateur. Le restaurant n'était pas à l'autre bout de la ville. Il était à 15 minutes de notre appartement. Ce détail m'importait plus que l'infidélité elle-même. Tromper est déjà grave, mais mentir aussi mal en le faisant est encore pire. J'ai fini mon service et j'ai conduit jusque chez moi au lieu de me diriger vers le restaurant. Je voulais voir ce qu'elle faisait quand elle pensait que personne ne regardait. À 19h15, je me suis garé un peu plus loin dans la rue. Les fenêtres de notre appartement donnaient sur la route et les lumières du salon étaient allumées. À 19h25, la porte de l'immeuble s'est ouverte et Léa est sortie. Dîner de boulot, mon œil. Léa était très différente de celle que j'avais vue le matin même. Elle portait la robe rouge qu'elle réserve d'habitude pour les mariages ou les événements chics. Maquillage impeccable, coiffure travaillée, le parfum qu'elle n'utilise que lorsqu'elle veut attirer l'attention. Elle a vérifié son reflet dans l'écran de son téléphone avant de verrouiller la porte. Puis elle a marché vers le coin de la rue et a appelé un VTC. Aucune hésitation, aucun empressement. Elle avait l'air impatiente. J'ai attendu environ 10 minutes avant de démarrer la voiture. Pas parce que je voulais la suivre comme un détective privé. Honnêtement, je voulais juste la confirmation que mon cerveau n'inventait pas une histoire à partir d'un simple mail. Le restaurant a été facile à trouver. Marseille est une grande ville mais le quartier était spécifique et l'endroit était assez populaire pour que les tables en terrasse soient presque pleines. Je me suis garé en face et j'ai attendu. À 20h pile, Léa est descendue d'une voiture et s'est dirigée vers l'entrée. Un homme l'attendait déjà. Je l'ai reconnu instantanément, même si je n'avais vu que des photos auparavant. Nico. Il ressemblait exactement au genre de type dont Léa se plaignait autrefois. Cheveux gominés, chemise moulante, le genre de sourire qui fonctionne sur les gens qui ont envie d'être impressionnés. Ils ne se sont pas salués comme de vagues connaissances. Ils se sont pris dans les bras, le genre d'étreinte qui dure un peu trop longtemps pour deux personnes qui sont censées se détester. Puis ils sont entrés ensemble. Je suis resté assis dans la voiture pendant environ 5 minutes après ça. Pas en colère, pas tremblant, juste très calme parce qu'à ce stade, la situation était devenue simple.
ma fiancée avait un dîner d'anniversaire avec son ex pendant que je faisais des heures sup pour payer le mariage. Elle continuait de vouloir plus de luxe, alors je suis rentré chez moi et j'ai commencé à ouvrir chaque contrat de mariage que nous avions enregistré sur mon ordinateur. La plupart des gens pensent que le pire moment est de surprendre quelqu'un en train de tricher. Pour moi, c'était l'heure de silence qui a suivi. Je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur et j'ai épluché les contrats. Le domaine, le traiteur, le photographe, les fleurs, le DJ, la location de matériel. Chacun avait ses propres conditions concernant les acomptes et les délais d'annulation. Le domaine était le plus gros poste, 30% payé d'avance. Un autre versement de 20% était dû 2 mois avant la date. Nous étions juste dans la fenêtre où le second paiement n'avait pas encore été prélevé. C'était crucial. J'ai fait une liste simple sur papier, nom du prestataire, montant de l'acompte, politique de remboursement, contact pour l'annulation. C'était étrangement similaire à mon travail, juste un problème de chiffres et d'échéance. Vers 21h30, Léa m'a envoyé un texto. Elle disait que le dîner de boulot traînait en longueur et qu'elle prendrait peut-être un verre après avec l'équipe. Elle a ajouté un emoji fatigué comme si elle subissait la soirée. J'ai regardé le message quelques secondes, puis j'ai posé le téléphone. 10 minutes plus tard, j'envoyais un mail à la coordinatrice du domaine. Je suis resté bref et professionnel, circonstances personnelles, mariage annulé, merci de confirmer le montant du remboursement selon les termes du contrat. Ensuite, le photographe. Le racompte n'était pas remboursable, mais la date pouvait être libérée si l'avis était donné assez tôt. J'ai envoyé le même message. Pour le traiteur, c'était un remboursement partiel selon le timing. Nous étions encore assez loin pour sauver une bonne partie de la somme. Au moment où je finissais le 3e mail, mon cerveau était totalement en mode logistique. Je ne pensais pas à Léa assise dans ce restaurant en train de rire avec son ex. Je pensais à la somme d'argent que je pouvais récupérer avant que tout ne devienne définitif. À 22h15, mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Léa. Elle me demandait si je pouvais transférer 2000 € de notre compte épargne commun vers le compte du mariage parce que le décorateur avait besoin de la confirmation pour l'amélioration de l'éclairage. Ce message m'a fait rire pour de bon. Pas fort, juste un petit rire sec qui m'a surpris moi-même. Pendant qu'elle fêtait un anniversaire avec Nico, elle continuait de dépenser activement l'argent de mes heures supplémentaires pour un mariage qu'elle ne prenait visiblement pas assez au sérieux pour rester fidèle. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai ouvert le contrat du décorateur et j'ai vérifié la clause d'annulation, non remboursable une fois que le design final est approuvé. Je me suis connecté au portail client et j'ai vu que Léa avait déjà approuvé le forfait d'éclairage amélioré plus tôt dans l'après-midi. Évidemment. À ce moment-là, la dernière trace de doute a disparu. Ce n'était pas de la confusion ou une erreur émotionnelle. C'était quelqu'un de parfaitement à l'aise avec l'idée de mener 2 vies différentes en même temps. J'ai donc fini d'envoyer le reste des mails d'annulation. Ensuite, je me suis connecté au site web de notre mariage et j'ai changé le mot de passe. Une fois les mails envoyés et le mot de passe modifié, l'appartement m'a semblé inhabituellement silencieux. Pas apaisant, juste vide d'une manière pragmatique, comme un endroit que l'on sait déjà qu'on va quitter. J'ai regardé autour de moi dans le salon et j'ai réalisé une chose toute simple, presque tout ici m'appartenait. Le bail était à mon nom parce que j'avais un meilleur dossier. Le canapé était à moi avant notre emménagement. La télé, la table de cuisine, et même la plupart des ustensiles venaient de mon ancien logement. Léa avait apporté ses vêtements, ses cosmétiques, quelques décos et une collection de plantes qu'elle oubliait régulièrement d'arroser. La suite logique était donc évidente. J'ai commencé à rassembler ses affaires, sans colère, sans rien jeter, sans geste théâtral. J'ai pris 2 grandes boîtes de rangement dans le placard et je les ai portées dans la chambre. Son côté de la penderie a été facile, les robes d'abord, les chaussures ensuite, les sacs à main après. J'ai plié ce qui devait l'être et posé le reste à plat. Les cartons se sont remplis plus vite que je ne le pensais. Pendant que je travaillais, mon téléphone a vibré encore. Léa m'envoyait une photo d'un cocktail. La légende disait « verre de survie avec l'équipe ». Le logo du restaurant était visible sur la serviette en papier dans le coin de la photo. Le même restaurant que sur la réservation. Soit elle n'avait pas remarqué, soit elle s'en fichait assez pour ne pas recadrer l'image. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça,
Je suis allé dans la salle de bain et j'ai vidé la moitié des placards. Trousse de maquillage, fer à lisser, produits de soins qui coûtaient plus cher que mes courses de la semaine. Tout a fini dans un autre carton. Le processus a pris environ 1 heure. Quand j'ai eu fini, 4 cartons étaient empilés proprement près de la porte d'entrée. J'y ai aussi ajouté les petits objets de déco qu'elle aimait, des cadres photos, le coussin qu'elle trouvait indispensable pour rendre le canapé moins déprimant, l'exemplaire encadré du faire-part qu'elle avait accroché dans le couloir il y a 2 semaines. Voir celui-là m'a presque fait hésiter. Presque. Je l'ai décroché du mur et posé sur le dessus des boîtes. Puis je me suis rassis à la table de la cuisine et j'ai rouvert mon ordinateur. La coordinatrice du domaine avait déjà répondu. Annulation confirmée. Acompte partiellement remboursable moins les frais administratifs. Ce seul mail venait de me sauver presque 6 000 €. Je me suis adossé à ma chaise en regardant la pile de cartons. Léa pensait toujours qu'elle était en train de simuler un dîner de boulot alors que son fiancé l'attendait sagement à la maison. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au moment où elle rentrerait ce soir, il n'y aurait plus de mariage à retrouver. Léa est rentrée un peu après minuit. Je l'ai d'abord entendue derrière la porte. Le claquement léger de ses talons dans le couloir, puis le bruit des clés dans la serrure. J'étais toujours assis à la table avec mon ordinateur ouvert, exactement là où elle m'avait laissé plus tôt. Quand elle est entrée, la première chose qu'elle a remarquée, ce sont les boîtes, ces 4 cartons empilés près de la porte. Ces manteaux pliés au-dessus, le faire-part encadré bien en évidence. Elle s'est figée pendant 2 secondes. Puis son visage s'est tordu d'irritation plutôt que de confusion. Elle a demandé ce que c'était censé signifier. Je lui ai dit calmement que j'avais emballé ses affaires pour qu'elle puisse les emmener ce soir. C'est là que son attitude a changé. Elle a jeté son sac sur le comptoir et a commencé à parler vite, comme elle le fait quand elle pense pouvoir dominer une conversation. Elle a dit que j'étais mélodramatique. Elle a demandé si c'était parce qu'elle était rentrée tard. Elle a dit que les gens normaux n'emballaient pas les affaires des autres comme des psychopathes juste pour un dîner de boulot. Je n'ai pas argumenté. J'ai tourné l'écran de mon ordinateur vers elle et je lui ai montré le mail de confirmation de la réservation. Ses yeux ont parcouru l'écran pendant 2 secondes avant qu'elle ne détourne le regard. Puis elle a levé les yeux au ciel. Pas de panique, pas de culpabilité, juste de l'agacement. Elle a dit que Nico était juste quelqu'un qu'elle avait croisé récemment et qu'ils avaient décidé de prendre des nouvelles l'un de l'autre. Elle a prétendu que la mention anniversaire était probablement un truc ajouté automatiquement par le restaurant. Elle a dit que je surréagissais et que je me ridiculisais. J'ai écouté tout son discours sans l'interrompre. Quand elle a eu fini, je lui ai dit que j'avais déjà annulé le mariage. C'est le premier moment où elle a vraiment eu l'air choquée. Ses sourcils se sont levés et elle m'a demandé ce que je voulais dire par annuler. J'ai expliqué lentement, le domaine, le traiteur, le photographe, le site web, tout. Pour la première fois de la soirée, elle a arrêté de parler. Puis elle a posé la seule question qui semblait lui importer, et les acomptes ? Je lui ai dit que certains étaient remboursables, d'autres non, mais que le plus important était qu'il n'y aurait plus de mariage. Son expression a changé à nouveau, passant à une colère pure. Elle a dit que je n'avais pas le droit de prendre cette décision sans elle. Je lui ai rappelé que c'était moi qui payais la majeure partie pendant qu'elle fêtait un anniversaire avec son ex. L'appartement est devenu très silencieux. Léa a regardé les cartons à nouveau. Puis elle a ri de façon courte et cinglante, disant que je me comportais comme un enfant jaloux. J'ai haussé les épaules et je lui ai dit que les cartons étaient près et qu'elle voudrait les prendre. Léa n'a pas bougé vers les cartons. Au lieu de cela, elle a croisé les bras et s'est appuyée contre le comptoir comme si elle se préparait à une longue joute verbale. Elle pensait pouvoir gagner. Elle a dit que je montais un petit truc en épingle. Elle a répété que Nico n'était qu'une connaissance vue au restaurant. Elle a ajouté, les adultes ont le droit d'avoir des conversations avec des gens de leur passé. Puis elle a renchéri en disant que si je n'étais pas aussi paranoïaque et contrôlant, je comprendrais. Cet argument n'a pas eu l'effet escompté. Je lui ai dit calmement que les adultes avaient aussi le droit de rompre des fiançailles quand leur partenaire leur mentait en plein visage. Elle a ricané et a demandé de quel mensonge je parlais. Alors je lui ai rappelé, elle avait parlé d'un dîner d'entreprise, elle avait envoyé une photo prétendant être avec des collègues, elle avait dit que c'était à l'autre bout de la ville. Pendant ce temps, elle s'était habillée pour un rendez-vous galant dans un restaurant à 15 minutes d'ici,
pour retrouver l'ex qu'elle prétendait avoir bloqué partout. Léa a balayé l'air de la main comme si je listais des détails sans importance. Elle a dit que ce n'était pas grave et que je me ridiculisais en jouant au détective. Puis elle m'a demandé si je l'avais suivie. J'ai dit oui. Elle a secoué la tête comme si elle était la seule personne raisonnable dans la pièce. Elle a dit, super, donc maintenant tu me traques aussi. Je n'ai pas pris la peine de réagir. Au lieu de ça, je lui ai dit une chose simple, si elle m'avait dit plutôt qu'elle voulait renouer avec Nico, j'aurais mis fin à la relation immédiatement et cela nous aurait évité des mois de préparatifs. Mais elle ne l'avait pas fait. Elle m'avait laissé faire des heures supplémentaires pour payer un mariage alors qu'elle organisait des dîners d'anniversaire avec un autre. Le visage de Léa s'est durci. Elle a dit que je déformais la situation et que je jouais les victimes. Elle a affirmé qu'il ne s'était rien passé entre elle et Nico. J'ai hoché la tête et je lui ai dit que ça ne changeait rien, car le genre de personne qui organise des dîners secrets avec son ex tout en planifiant un mariage n'est pas quelqu'un que j'ai envie d'épouser. Un autre long silence a suivi. Finalement, elle a regardé les boîtes et a demandé où elle était censée aller à minuit. Je lui ai répondu que ce n'était pas compliqué et que Nico semblait être une option toute trouvée. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait encore argumenter. Au lieu de ça, elle a lâché un autre rire sec, a attrapé son téléphone et s'est dirigée droit vers la porte. Ses mouvements étaient brusques, comme si c'était elle qui subissait un désagrément. Elle a pointé les cartons du doigt et m'a demandé si je comptais vraiment la laisser porter tout ça toute seule. Je lui ai dit que je l'aiderais à les descendre, pas par générosité, mais parce que je voulais que tout soit terminé le plus vite possible. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant que nous déplacions les boîtes. Le couloir était désert et le trajet en ascenseur encore plus silencieux. Léa n'arrêtait pas de pianoter sur son téléphone, envoyant probablement des messages. Quand nous sommes arrivés devant l'immeuble, une voiture arrivait déjà au bord du trottoir, ce qui répondait à la question de savoir où elle comptait aller. Nous avons posé les cartons près de la voiture. Le chauffeur est descendu et a ouvert le coffre. Léa a fourré les plus petits sacs en premier puis s'est retournée vers moi. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a rien expliqué. Elle a juste secoué la tête comme si j'étais le fou dans l'histoire. Puis elle a dit que j'allais regretter d'avoir surréagi une fois que je serais calmé. J'ai dit que non. Elle a levé les yeux au ciel une dernière fois et est montée dans la voiture. Le chauffeur a fermé le coffre, s'est remis au volant et la voiture s'est éloignée. C'était fini. Pas de scène dramatique, pas de cris dans la rue. Juste une voiture qui disparaissait au bout de la rue avec 4 cartons et mon ex-fiancé à l'intérieur. Je suis resté là quelques secondes, surtout parce que la rue semblait étrangement vide. Puis je suis remonté. L'appartement était déjà différent. Pas forcément mieux, mais plus clair. Je suis allé dans la chambre et j'ai remarqué que le placard paraissait 2 fois plus grand. La première chose que j'ai faite a été de m'asseoir sur le canapé et d'ouvrir mon téléphone. Léa avait déjà envoyé 3 messages. Le premier disait que j'étais fou. Le deuxième disait que nous devions parler comme des adultes. Le troisième disait que l'annulation du mariage sans discussion était une forme d'abus financier. Je les ai lus une fois, puis je les bloquais. Après cela, je les bloquais sur toutes les applications, réseaux sociaux et même le groupe de planification du mariage. Le silence qui a suivi a été immédiat. Pour la première fois de la journée, il n'y avait plus de notifications, plus de disputes latentes, plus d'explications à fournir. Juste le calme. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, non pas à cause du stress, mais parce que mon cerveau gérait déjà les conséquences pratiques. La première chose que j'ai faite a été de vérifier mes mails. Quelques autres prestataires avaient répondu pendant la nuit. Le photographe confirmait que la date était libérée. Le traiteur accusait réception et expliquait le calendrier des remboursements. Le DJ a envoyé un message court disant qu'il comprenait et espérait que tout s'arrangerait. Pas de drame, juste du business. J'ai fait couler un café et je me suis rassis à la table, traitant tout point par point, remboursement, solde restant, compte à clôturer. C'était comme nettoyer après un projet annulé en plein milieu. Vers 9 heures, j'ai commencé à recevoir des messages de personnes qui n'étaient pas bloquées. La cousine de Léa d'abord, puis une de ses amies, puis ma propre sœur. Apparemment, Léa avait déjà commencé à raconter que le mariage était annulé soudainement et que je l'avais jeté dehors au milieu de la nuit. Je n'étais pas surpris. Les gens comme Léa vont vite pour contrôler le récit des faits.
Ma sœur m'a appelé au lieu d'envoyer un message. Elle m'a demandé si j'allais bien et ce qui s'était réellement passé. Je lui ai donné la version courte, Léa a dîné avec son ex en prétendant être au boulot et j'ai annulé le mariage quand je l'ai découvert. Ma sœur est restée silencieuse 2 secondes avant de dire « Ouais, ça ne m'étonne qu'à moitié ». Elle n'avait jamais totalement fait confiance à Léa, à cause de petits traits de caractère qui l'avaient toujours dérangé. Après l'appel, j'ai envoyé un message court aux 2 familles sur le groupe WhatsApp du mariage. Rien d'émotionnel, juste les faits. J'ai écrit que le mariage était annulé pour raisons personnelles et que les prestataires avaient été prévenus. Je me suis excusé pour le désagrément et j'ai remercié ceux qui avaient prévu de voyager. Puis j'ai quitté le groupe. Environ 20 minutes plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu parce que les prestataires appellent parfois de ligne fixe. C'était Léa, indirectement. Elle utilisait le téléphone de quelqu'un d'autre. Dès que j'ai entendu sa voix, j'ai raccroché et j'ai bloqué ce numéro aussi. Ce qu'elle avait à dire n'avait plus aucune importance. Le mariage n'existait plus. L'appartement était calme. Et pour la première fois depuis des mois, je n'avais plus à calculer combien d'heures supplémentaires je devais faire pour satisfaire les caprices de quelqu'un d'autre. Le reste de la semaine a repris un cours étrangement normal. Le boulot était intense, ce qui m'a aidé. La logistique ne s'arrête pas parce que votre vie personnelle s'effondre. Les navires arrivent toujours, les plannings changent, il faut toujours savoir où vont les conteneurs. Pendant mes pauses déjeuner, j'ai fini de boucler l'affaire du mariage. La plupart des prestataires ont été très pros. Le domaine a traité le remboursement partiel. Le traiteur a confirmé l'annulation du solde. Le photographe a libéré la date sans souci. Au total, j'ai perdu un peu d'argent, mais bien moins que si j'avais attendu un mois de plus. Cela seul me confirmait que j'avais pris la décision au bon moment. Léa a tenté de me joindre par d'autres moyens les premiers jours. Un deuxième numéro inconnu a appelé. Un mail est arrivé d'une adresse que je ne connaissais pas, mais c'était clairement elle. Le message disait que nous devions discuter comme des adultes et que je gâchais 3 ans de relation pour rien. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué l'adresse et je suis passé à autre chose. Quelques jours plus tard, un ami commun m'a envoyé un court message, pas vraiment par goût des ragots, juste pour me tenir au courant. Apparemment, Léa s'affichait déjà à nouveau avec Nico. Ils avaient été vus ensemble 2 fois dans la semaine. Selon cet ami, Léa racontait partout que la fin du mariage était une bonne chose car nous n'avions jamais été vraiment compatibles. Ça ne m'a pas touché. Au contraire, ça simplifiait les choses parce que la version de l'histoire qu'elle voulait faire croire s'éloignait de plus en plus de la réalité. Pendant ce temps, ma réalité à moi était simple, l'appartement était paisible, mon emploi du temps était redevenu normal et l'argent qui servait au fond du mariage restait sur mon compte. Environ 2 semaines plus tard, j'ai supprimé la dernière trace des préparatifs, un dossier sur mon ordi intitulé « Au mariage juin ». Je l'ai regardé une seconde, puis je l'ai effacé. Pas de colère, pas d'émotion débordante, juste une décision actée. Avec le recul, ce que les gens me demandent souvent, c'est pourquoi je n'ai pas cherché à discuter ou à arranger les choses. La réponse est simple, une fois que quelqu'un est capable de vous mentir droit dans les yeux pendant que vous construisez un avenir ensemble, cet avenir n'existe déjà plus. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de prétendre qu'il était encore là.